Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Cyber Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Billy. Bonjour Bruno. Et puis évidemment Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour. Mon cher Christophe, Field, CTO Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Messieurs, nous allons accueillir aujourd'hui Alain Bernard, directeur de la Cyber Sécurité de L'Oréal. Bonjour Alain. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Mon cher Alain, vous êtes né en 1962, oui, dans cette belle ville de Nancy, avec cette place Stanislas. Je peux rien vous cacher. Et voilà. Et mis à part des rêves de gosse, comme être pilote, pompier ou super-héros, vous êtes de cette génération qui allait connaître la révolution numérique. Vous vous souvenez à quel moment vous avez rencontré l'informatique ? Je pense j'ai deux moments dont je me souviens. Le premier, c'est quand j'étais à l'école, je crois que c'était au collège, et j'ai acheté une calculatrice HP programmable à 49 pas de programme. Et vous aviez le droit de vous en servir en cours ? Alors, j'ai passé le bac où j'étais la première génération à avoir droit à une calculatrice au bac. Vous êtes plus jeune que moi. Avant moi, c'était uniquement règle à calcul. On est bien d'accord. Après le bac, vous faites des études d'ingénieur, oui, classe préparatoire à Lyon. Il n'y avait rien à Nancy ? En fait, je suis né à Nancy, mais j'ai passé ma jeunesse à Lyon. Voilà, c'est pour ça. Donc en fait, c'était ma prépa de proximité. Voilà. Après, c'est Paris, c'est Supélec. Votre premier job, c'est l'armée, parce que vous faites partie de cette génération où il y avait encore l'armée. Racontez-moi l'armée, parce que c'est sympathique. Alors à l'armée, à l'époque, on faisait l'armée, on reportait pour avoir le temps de finir ses études. Donc j'ai fait l'armée en sortant de Centrale, et j'ai fait de l'informatique. Je m'occupais d'un ordinateur. Et c'était en 86, je me souviens bien. Donc pourquoi ? Parce que c'était dans un service mixte qui dépendait du CEA et de l'armée. Et nous, on était au service qui contrôlait la radioactivité à Mururoa, parce qu'à l'époque, il y avait des essais nucléaires, donc on contrôlait la radioactivité. Et 86, c'est l'année de Tchernobyl. Et là, vous avez vu ce qu'on appelle le compteur Gégère s'affoler. Exactement. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais pas loin de Saclay, et un jour, il y a mon chef qui vient, qui dit « Ouh, le nuage de Tchernobyl est en train de passer, on voit les compteurs qui s'affolent. » Alors, ce qu'on nous a dit qu'il s'était arrêté à la frontière, c'est faux. Le soir, donc j'ai vécu de manière... On parle du fameux nuage qui s'est arrêté. Moi, j'ai vécu de manière très directe, parce que le soir même, je me suis rué devant la télé, parce que j'avais vu le nuage passer, je dirais, les compteurs GGR nous l'avaient indiqué, pas de quoi paniquer, mais bon, il y a eu ce mensonge d'État qui est évident, et on peut dire que le CEA était parfaitement au courant de ce nuage qui est passé, parce qu'il avait des détecteurs pour le voir. Donc finalement, cette année d'armée, c'était pas catastrophique pour vous ? Non, parce que j'ai fait de l'informatique, et alors ça a expliqué mon premier métier juste après. J'ai passé mon temps à programmer, à faire un ingénieur système, VAX VMS pour ceux à qui ça dit quelque chose. Vous avez donné mon âge, 62, donc ça vous donne une petite idée. Voilà, et donc et en sortant, j'ai dit je peux plus faire ce métier où je suis tout seul dans une pièce. Je veux m'ouvrir, je veux faire autre chose. Et je suis rentré chez Mazars, je crois qu'on peut le dire, en tant que pour faire du commissariat aux comptes. Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec ce que vous aimiez au départ. C'était une erreur. J'étais jeune, je vais faire autre chose, je vais découvrir. Au bout de 5 semaines, j'ai dit je ne veux plus faire ça. Et à ce moment-là, Mazars a monté une filiale qui s'appelait XP Conseil, que beaucoup de RSSI connaissent. Je pense que c'était un nom. Et donc j'étais, on peut dire, un des premiers salariés d'XP Conseil, puisque j'étais à toute genèse de ce cabinet qui a pris son indépendance, avec des noms comme André Gressonanche, Didier Chambard, puis Jean-Claude Tapia qui ont rejoint. Ce sont des noms que les gens connaissent. Voilà. Donc je suis rentré chez XP Conseil et j'ai fait de la sécurité informatique. Donc, voilà. Ce qui fait peut-être de moi aujourd'hui un des plus anciens dans la fonction. On est bien d'accord. Alors cette grande aventure quand même, on peut pas passer outre, c'est la caisse d'épargne. Alors après, effectivement, donc alors c'est pas tout à fait. Oui, après. Mais là, ça vous a décidé. Là, vous êtes vraiment parti sur la cybersécurité. Voilà. C'était le déclencheur. Avant j'étais consultant. Je suis passé par une petite étape de création d'une start-up. À l'époque, ça s'appelait pas start-up, ça s'appelait
une création d'entreprise. Donc j'ai fait de l'informatique. C'était une boîte de conseil, c'est ça? Une boîte de conseil, d'édition de logiciels. Alors j'ai été OM Microsoft, par exemple. Est-ce que c'était trop tôt ou pas? Non, pas du tout. Je pense que c'était pas trop tôt. Beaucoup de boîtes se sont créées à cette époque-là. C'était pas le bon deal. On était des associés techniques. Il nous manquait le vrai commercial qui aurait fait de nous une grosse boîte. Donc je me suis un peu rangé. Donc je suis rentré effectivement aux caisses d'épargne en tant que RSSI des caisses d'épargne. Voilà, dans la banque. Et ensuite j'ai un peu fait mon chemin dans le domaine bancaire. Et en 2010, là, on change. On arrive dans la voluptuée, le luxe, enfin tout quoi. L'Oréal. On fait appel à vous. On est venu vous chercher. Oui, exactement. Donc, je pense que L'Oréal, comme beaucoup d'entreprises à l'époque, se sont dites la sécurité informatique, c'est un sujet. On n'est pas forcément bien équipé. Si on regarde ce qui se passe, si on regarde ce que font les banques, etc. Donc, j'ai été chassé. Moi, j'ai fait le choix, effectivement, de tenter l'aventure, de passer de la banque assurance. Alors, je vous rassure, j'avais pas fait que de la sécurité informatique. J'ai fait d'autres métiers, beaucoup d'informatique. J'ai vécu des périodes extrêmement intéressantes. L'arrivée d'Internet dans les banques avec ce choc-là de la désintermédiation, comme on appelait ça, la création de sites web, etc. Donc, j'étais du côté métier des SI. Et je suis revenu à la sécurité au hasard un petit peu des restructurations des banques. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai été chassé pour créer le pôle cybersécurité de L'Oréal en 2010. Absolument. Alors maintenant, feu sur votre métier, les questions qui vous sont posées par nos partenaires, Bruno et Christophe. On commence par vous, Christophe. Oui, très bien. Écoutez, c'est un parcours qui est effectivement très intéressant. Moi, je vais avoir plutôt une question sur les processus, en fait. L'Oréal, une société qui est très distribuée à travers le monde. Aujourd'hui, un des points majeurs en termes de cybersécurité, c'est de réduire les temps de détection et de remédiation, en fait, pour briser la chaîne d'attaque. Comment vous faites, est-ce que vous avez mis des processus spécifiques au sein de L'Oréal pour justement s'assurer d'avoir cette détection toujours fonctionnelle, 24 heures sur 24, sachant que quand vous êtes en Europe vrai à certains endroits du monde, évidemment, dans d'autres, vous ne l'êtes pas. Donc, est-ce que ça passe par une entité globale qui gère ça ou plutôt des choses distribuées avec un mécanisme de follow the sun ? Alors, j'aimerais répondre à un oui franc et massif. Oui, on sait gérer le problème, bien évidemment. En tout cas, c'est une vraie préoccupation. On y travaille, on a des solutions et on est en progrès permanent. Alors, la réponse est effectivement plutôt follow the sun. C'est-à-dire qu'on a une équipe pilotée en centrale, avec des outils qu'on déploie mondialement, parce qu'une attaque, ça peut venir de n'importe où. Il n'y a pas de petit pays en termes de cybersécurité, donc on est présent partout. Donc là, sur tous nos points de présence, on met le même niveau d'équipement, de détection de processus, et les personnes qui sont là pour monitorer, c'est un duo, je dirais, un duo gagnant. Je suis assez content des résultats qu'on a mis en place, à la fois de prestataires, qui assurent le 7-7-24 pour le premier niveau, et ensuite un follow the sun avec un peu aussi d'astreinte, avec un mécanisme d'escalade, dès lors que le ticket a un niveau de gravité qu'il mérite. Donc c'est présence 24/7 via nos prestataires, niveau 1, et niveau 2, follow the sun plus un peu d'astreinte. Christophe, autre question ? Oui, dans le même ordre d'idée, mais vous avez partiellement répondu. Au niveau des SOC, est-ce que vous pensez que c'est le métier de L'Oréal d'investir massivement dans la cybersécurité, de monter des grosses équipes ou effectivement avoir certaines fonctions qui sont externalisées ? Alors, la réponse, il y a une espèce de réponse suggérée dans votre question, je dirais. Alors, je vais vous surprendre, je vais dire oui, c'est notre métier. Alors, en fait, c'est un peu provocateur, bien sûr que non. Notre métier de base, c'est la beauté, voilà. Mais L'Oréal a pour projet stratégique de devenir et est maintenant une beauty tech, une tech compagnie. Donc, la tech fait partie maintenant des métiers de L'Oréal. Donc, naturellement, la tech au service de la beauté augmentée, mais qui dit tech dit sécurité, dit service sécurisé. Donc, maîtriser sa sécurité fait partie de la stratégie de L'Oréal, bien évidemment. Donc les SOC, est-ce qu'il faut s'équiper d'un SOC ? C'est les questions que toutes les tech compagnies et toutes les entreprises se posent. Qu'est-ce que j'internalise ? Qu'est-ce que j'externalise ? Et comme vous savez comme moi que c'est très difficile de tenir une équipe compétente interne, parce qu'on n'a pas forcément le scope qui va bien. Donc il faut trouver le bon mixte entre effectivement des gens externes, des partenaires qui nous accompagnent dans la durée, et des internes qui pilotent et qui apportent la contextualisation qui est toujours nécessaire quand on gère des incidents. Bruno ? Oui, alors pour rebondir sur cette question-là, donc si la tech rentre dans le métier de L'Oréal, donc vous êtes plutôt maintenant rentré dans une logique de quand est-ce qu'on aura un problème et pas si
un jour on aura un problème, quand est-ce que l'attaque va arriver. Donc vous êtes du coup préparé au-delà de la techno, de l'organisation, de la prestation. Quid des exercices pratiques? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs chez L'Oréal, de se préparer à l'attaque et de dire, voilà, on a des scénarios de simulation de crise, simulation d'incidents de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est déjà... Alors ça fait longtemps qu'on est préparé à la crise. Les exercices de crise, c'est des choses qu'on fait très régulièrement à tous les niveaux. Et on n'a presque plus besoin de faire des exercices, on a des crises réelles à gérer régulièrement. Parce que se mettre en mode crise, c'est pas toujours pour une crise avérée, c'est aussi pour se préparer. Donc je vais dire 2 événements récents, les 2 derniers, Ukraine. On est présent partout dans le monde, donc on a géré ça, comme toutes les entreprises, j'imagine. On a activé un mode de crise, ou en tout cas de gestion de phénomène d'urgence, et Log4j, le deuxième, pour parler des 2 plus récents. Et il y en a d'autres, il y a toujours des patchs à passer en urgence, on a toujours des alertes, et dans certaines fois, on active la cellule de crise, qu'on ferme le lendemain, parce que l'incident est moins grave que prévu, parce qu'on l'a résolu. Donc on sait aujourd'hui très bien s'activer en mode crise, donc je suis assez confiant. Donc vous êtes finalement dans un processus d'amélioration continue avec de l'exercice. C'est peut-être toute la difficulté. On est en crise, faut faire un RCA. Donc on va dire on va s'améliorer pour la prochaine fois. Et après on est sous l'eau et tout de suite le quotidien reprend le dessus. Et finir le RCA, l'élan de leçon, s'améliorer. On le fait. On pourrait, comme tous les process en sécurité, je crois qu'on est toujours en train de s'améliorer. Donc on fait les choses bien. On pourrait les faire encore mieux. Et voilà. Mais après c'est la vraie vie, la réalité. Mais je pense qu'on est bien préparé. Toute dernière question, Bruno. Oui, alors du coup, ça me ramène à votre vocation plus jeune de super-héros. Donc, 2 super-héros à RSSI. Est-ce que finalement, le RSSI n'est pas une sorte de chef d'orchestre, un chef de chantier? Est-ce que c'est un funambule, un évangéliste, un prophète ou un casque-bleu de la sécurité? Est-ce que c'est tout à la fois? C'est une belle question. C'est une belle... Je ne sais pas répondre, je suis très mauvais à ça, donc je ne vais pas pour répondre, je n'ai pas le trait d'humour qui va bien. Je pense, je vais répondre en disant que le métier a énormément changé. Donc la vision en perspective, je dirais juste que quand j'ai commencé ma carrière, en gros, on allait pleurer dans la direction générale pour aller chercher un peu de budget, et là, on est plutôt une inversion. Je pense que tous les RSSI seront d'accord. On est plutôt à être challengé en permanence, top-down, par nos patrons. Qu'est-ce qu'on fait en cyber? Est-ce qu'on peut assurer que, etc. Donc, on a complètement challengé. Et donc, on devient dans un rôle qui est quelque part un enabler, un facilitateur du métier. On est là pour sécuriser le métier, pour faire en sorte que la digitalisation, la transformation digitale des entreprises se passe bien. Voilà. Donc on est des facilitateurs, pas des super-héros. Un support business. Et aujourd'hui, et on est vécu comme ça, c'est ça qui est le gros changement de ces dernières années. Bon, ils ont été gentils avec vous, Alain. Ils ont été très gentils, ils m'ont fait peur. Là, ils sont 2, ils ont l'air méchants avec leurs questions, mais finalement, c'est très gentil. Merci. Merci à Bruno, oui, merci à vous, Christophe. Votre principale passion, finalement, Alain, se résume à l'informatique et à la physique, en gros. Voilà. Et depuis 2009, j'ai été voir en plus, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Des idées froides. Ouais. Et ce sont des petits spots d'environ 5 minutes. Et 5 minutes, c'est compliqué à faire. Il faut avoir l'idée, il faut écrire le script, il faut faire ces 5 minutes, et on vous voit bien évidemment devant la caméra. Ensuite, il faut mixer, il faut faire attention, il faut monter, etc. Comment c'est venu cette idée de populariser un peu la science? Je dirais que c'est mon métier de cœur. Et puis, vous avez très bien résumé. Enfin, vous êtes dans le métier. Donc, effectivement, il y a des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui font de l'art. Moi, je fais des créations. C'est pas de l'art, mais c'est une vraie création entre l'idée et la réalisation. Quand on part d'une idée, tiens, je ferais bien une vidéo, un sujet là-dessus. On l'écrit, on l'enregistre. Je fais de l'animation vidéo aussi, donc je fais de la modélisation 3D, de l'animation, du keyframing, etc. C'est passionnant. Donc, et à l'arrivée, on a un résultat, on a une création, c'est fantastique. Mais est-ce que vous pouvez expliquer que pour un spot qu'on va regarder avec plaisir, parce qu'on apprend beaucoup de choses basiques en plus, que 5 minutes, ça prend des heures? Ah oui, bien sûr. Voilà. Et puis, si vous rajoutez à ça les temps de calcul, moi, certaines séquences de vidéos calculées en 3D me prennent 48 heures pour un truc qui va faire 1 minute à l'écran. Donc, et puis, j'ai peut-être passé 5 heures de création. Donc, au-delà même de la vidéo, la création 3D prend énormément de temps. Et puis, plus des cartes graphiques. Rien à voir avec L'Oréal, mais allez jeter un coup d'œil sur cette chaîne YouTube, Des idées froides. Moi, je vous recommande Plus vite que la lumière, ça ne marche pas.
Alors comme on m'a toujours dit, ça va plus vite que la lumière. La force centrifuge n'existe pas, il faut parler de la force centripète. Et là, vous verrez que c'est à la portée de tout le monde, puisque vous donnez comme exemple le panier à salade. Avant de vous libérer, je ne veux pas vous laisser partir sans qu'on ait parlé d'une Triumph Rocket 3 GT grise et rouge, parce que vous aimez le vélo, vous êtes venu à cette interview avec votre vélo, vous allez au bureau avec le vélo, mais quand c'est un temps magnifique, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la Triumph. Un peu la moto, voilà, je vais faire une petite balade en Rocket 3 Triumph, c'est mon petit elle est plaisir, magnifique, hein. Elle est superbe, elle est plaisante à conduire, c'est du bonheur à l'état pur. Faire un tour en moto, c'est du bonheur à l'état pur. Avouez qu'à certains moments, quand il n'y a personne, vous mettez un peu les gaz. C'est diffusé. Ça m'arrive de prendre plaisir à l'accélération, et malheureusement, il y a un prix à payer à l'accélération, c'est la vitesse, mais la vitesse dure pas longtemps. Donc c'est vraiment l'accélération, le plaisir de cette moto, et pas du tout la vitesse. Absolument. En tous les cas, on vous souhaite de beaux jours sur cette moto qui est assez mythique, mais vous êtes un très très beau modèle, hein, récent en plus. Il est très beau. Merci Alain, merci aussi à Bruno et Christophe d'avoir participé à cette émission. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.